L'Afrique, sa jeunesse, son potentiel, ses richesses. Bienvenue à Jeune Mansa saison 2, épisode 8. Nous allons allègrement vers la fin de cette saison. Ils étaient 17 au départ, aujourd'hui ils sont 4 finalistes. Et oui, souvenez-vous, la semaine dernière, en demi-finale, 6 entreprises ont présenté leurs pitchs finaux. À l'issue des présentations, Silou et Daouda de l'entreprise Les Chichis et Akou Dominique de Elite Medical Service ont quitté l'aventure, laissant en finale Diakité Cocoa, Tigrossi, Ajika et Green Agro Valley. En attendant de savoir qui sera sacré Jeune Mansa, le résultat final, nous vous proposons ce soir de découvrir une autre facette des 6 derniers finalistes de la semaine dernière. Allez, on débarque chez eux. Le premier, c'est Monsieur l'anglophone qui, tout au long de l'aventure, était avec son binôme Sagra Fatoumata. Je suis associé à Monsieur Capo Chichi Chris. Tout a commencé quand j'ai rencontré Chris. Voilà, nous nous sommes rencontrés à l'université. Il partait à son sport. Voilà, c'est comme ça que tout s'est fait en fait, la rencontre et tout et tout. Et voilà, il m'a parlé de son projet de mangue séché. Mais j'ai dit, mais waouh, c'est très bien ça. Mais attends, ça c'est une très bonne initiative et je t'encourage vivement. Au départ, il fallait trouver une machine. Et donc, on s'est mis à chercher des machines. On a d'abord trouvé quelqu'un au Togo qui faisait des machines pour la déshydratation de fruits. Et on a trouvé après que c'était un peu loin parce que si on avait des difficultés avec les machines, ça allait causer beaucoup de problèmes. Et on s'est tourné vers le Burkina parce qu'ils ont de l'expérience dans la production de mangue séchée. Et au Burkina, on a trouvé que le coût était un peu élevé par rapport à ce qu'on voulait faire. Et on a finalement trouvé quelqu'un en Côte d'Ivoire qui nous a aidés et qui nous a dit qu'il pouvait trouver une machine, bien fabriquer une machine pour nous pour commencer l'aventure. Et on est allé avec cette personne. Donc ils ont commencé la conception de la machine. Ça a pris du temps. On a accusé un retard parce qu'il faut savoir que nos mangues, ça se passe sur 3 mois. La production de mangues en Côte d'Ivoire, ça se passe à peu près sur 3 mois. Et donc on a pris un retard de 1 mois. Après 1 mois qu'on a reçu la machine, on a eu de très grandes difficultés parce que la machine ne marchait pas et ne fonctionnait pas bien malgré le retard. Il fallait user de notre ingéniosité et essayer de faire tout sur le tas, essayer de trouver, de modifier la machine de telle sorte à ce que ça marche parce que c'était le cœur de notre projet. On travaille avec des associés, donc dans la production, on avait quelqu'un qui avait de l'expérience, un jeune comme nous qui avait de l'expérience en matière de mangue séchée, qui a commencé à travailler avec nous et on a 2 jeunes filles qui travaillent avec nous dans ce cadre-là. Et on a commencé la production et au départ, c'était difficile parce que la production n'était pas assez forte pour pouvoir, satisfaire les besoins qu'on avait en matière de production. Et donc, on a changé de méthode à un certain moment et on a commencé à produire les mangues là non-stop, de jour comme de nuit, et avec les employés qui se donnaient qui se passait le travail pendant 1 mois et demi. Il faut dire qu'on a remarqué que les gens ont beaucoup aimé les mangues séchées parce que d'autres ne savaient même pas de quoi il s'agissait. On a fait goûter à nos amis, on a fait la publicité, mais ouais, mais c'est quoi ça, des chips de mangue? En fait, ils ne savent pas, alors c'est vraiment très bien. Nous, notre objectif dans ce qu'on fait, c'est de pouvoir valoriser un fruit qu'on connaît tous en Côte d'Ivoire. On a grandi avec. Malheureusement, pendant 3 mois, quand on déguste ces mangues, après 3 mois, il faut attendre l'année prochaine encore avant de goûter à des mangues. Parce qu'après exportation, il faut dire qu'il y a beaucoup de mangues qui pourrissent. On ne sait pas comment faire. Alors, ce que les gens appellent, entre guillemets, des déchets, voilà, après tout, quand les tri sont faits, mais disons que les mangues sont quand même saines parce que tout est analysé, testé, voir la qualité de la mangue avant de les produire en mangue séchée. La Côte d'Ivoire produit beaucoup de mangues. On est le 2e producteur de mangue en Afrique de l'Ouest. Et c'est dommage que 40 à 65% de nos produits pourrissent chaque année. Et il y a seulement moins de 2%
de la production en mangue qui est transformée à l'intérieur du pays. On veut changer ça. On veut faire consommer de la mangue séchée aux Ivoiriens. Et on veut que, que notre compagnie grandisse avec notre projet avec nous. Bonjour, je me présente À présent, son père spirituel, M. Adam Jean Roger, qu'on vient de perdre. paix à son Nous âme. n'avons toujours pas des expériences positives. Et une expérience, quelque chose de négatif aussi est arrivé dans ce que je fais. Et ça m'a touché personnellement parce qu'il s'agissait de mon père adoptif, il s'agissait de mon mentor qui m'a aidé dans ce projet-là. Je tiens vraiment à saluer sa mémoire, M. Adam Jean Roger, pour tout ce qu'il a pu m'apporter. Et au cours de ce transport médicalisé-là, j'avais l'impression que le ciel s'abattait sur moi. Mais j'espère que là où il est content de me voir à ce stade de la compétition. Courage Je disais Dominique, son mentor ton parce mentor que doit être fier de toi. Ako Dominique n'est pas médecin. Quand je me présentais, c'est moi qui suis médecin. C'est quelqu'un d'assez déterminé. Et voir aujourd'hui Ako Willy dans son projet et regarder sa mère qui travaille mais qui a plein de difficultés, qui n'arrive pas à aller jusqu'au bout, lui c'est comme s'il voulait rendre réaliste, réalisable, moi mes activités que je faisais. Il est très focus résultat, il est très axé résultat, il est très axé procédure également. Et c'est pour ça que Elite Medical Service est né pour justement être un soutien, pour soutenir à temps les familles des patients, les personnes qui sont dans le besoin. Nous allons pouvoir faire en sorte que des cas où des ambulances n'arrivent pas à l'heure, n'arrivent pas à bon port, ne soient non plus des cas de faits divers, mais des cas exceptionnels en Côte Ta mission est d'Ivoire noble, et en mon ami. Afrique. Et même si tu n'es pas le jeune Mansa de cette saison, je suis sûr que tu seras aidé d'une manière ou d'une autre. À présent, petite virée nocturne avec Laurent qui, ma foi, a préparé tout son speech. Alors Laurent, on dit quoi? Dis-nous tout. On ne peut pas s'arrêter tant qu'on n'a pas terminé. Donc ce qui fait que parfois on peut travailler toute une journée ou même toute la nuit parfois jusqu'à réussir nos ouvrages. Donc aujourd'hui, je suis heureux de vous emmener en immersion dans notre activité secondaire qui est le forage. Je suis Kofi Apesika Laurent, je suis le CEO de Green Agro Valley, une entreprise qui existe depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Je vais vous parler de notre aventure entrepreneuriale et surtout de notre activité de forage. Il faut dire qu'on a démarré, je vais dire sur un coup de tête parce que je travaillais dans une multinationale il y a quelques années et la piqûre de l'entrepreneuriat
m'a atteint et du coup j'ai démissionné de mon poste alors que je voyageais dans plusieurs pays du monde pour mon boulot. Et c'était une folie pour tout le monde, tous ceux qui étaient autour de moi, même mes parents. Je me rappelle même de mon père qui m'a dit, écoute, j'ai souffert pour rien. Et ma maman a dit, quant à elle, que c'était les sorciers qui m'avaient poursuivi et qui me poussaient à faire ce genre de choix-là. C'était quand même une folie. Mais dis donc! Donc c'est un atelier qui est opéré par 4 personnes, 4 techniciens, avec un chef de chantier qui coordonne les 3 techniciens qui travaillent en fait avec lui. Et nous avons un effectif de 11 personnes. Et parmi les 11 personnes que nous avons en tout autour de 8 techniciens permanents dans l'entreprise qui exercent l'activité de forage. Green Agro Valley Côte d'Ivoire a commencé tout d'abord par la vision de M. Kofi Apesika, que je connais d'ailleurs depuis vraiment très longtemps, puisqu'on a fait le lycée technique ensemble. Après ça, on a fait également les classes d'EIT et d'ingénierie ensemble également. À la suite, nous avons développé les activités du laser spray. Et après, durant le cours du projet laser spray, du projet irrigation, nous nous sommes rendus compte d'une chose. Et c'était la difficulté d'accès à l'eau. C'est quand même un parcours assez atypique parce qu'on a commencé dans l'irrigation, un domaine qu'on ne maîtrisait pas, on ne connaissait pas du tout. On a appris tout de toutes pièces et au bout de 3 ans, aujourd'hui, on est en train de monter une petite unité pour produire localement des systèmes d'irrigation. On dessert toute la Côte d'Ivoire et d'autres pays comme le Burkina, le Mali, le Sénégal. Il faut dire que comme on fait l'irrigation, on a beaucoup de producteurs qui nous voyaient et qui avaient besoin d'eau pour irriguer leurs plantations, mais qui n'avaient pas de cours d'eau. Et ils voulaient faire des forages. Et régulièrement, ils nous disaient, mais les forages, ça coûte trop cher, ça coûte trop cher. Et quand on s'est renseigné, on a vu effectivement que ça coûtait cher. Vous savez, dans notre entreprise, notre credo, en fait, c'est de fournir aux populations les moins nantis des services qui, généralement, sont réservés à des personnes qui ont un certain calibre, qui ont un certain niveau financier, en fait. Et c'est ce qu'on a fait d'abord par rapport à l'irrigation, proposer des systèmes d'irrigation les moins chers du marché, mais les plus efficaces. Et ça a très vite marché, on s'est dit, mais pour les forages, on pourrait faire exactement pareil. Et donc, de formation en ingénieur en mécanique, on a fait un pari fou. On a décidé de fabriquer une machine de forage de toutes pièces. Et quand on a fait l'évaluation, on devait investir 2 millions. Et je crois que j'ai causé avec un ami avec qui je parle. J'aime beaucoup son énergie à notre monsieur Forage. Il est passionné. Et cet ami-là m'a dit, non mais c'est une folie, tu ne vas pas gaspiller autant d'argent dans un tel projet, tu ne sais même pas ce que ça va donner. Mais finalement, on a réussi. Et puis, petit à petit, on a amélioré la machine. Après, on a sorti un deuxième prototype. Et on s'est rendu compte que quand on finissait un forage, avant qu'on le termine, on avait un nouveau client. Et de bouche à oreille, ça a commencé à aller comme ça. Et jusque-là, c'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas terminer un forage sans qu'on ait un client qui nous sollicite pour un autre forage, en fait. Donc, ça a été constamment comme ça. Et là, la machine que vous voyez, c'est une machine simpliste qui peut avoir accès à toutes sortes de zones où les routes même ne sont pas du tout accessibles. Et nous proposons avec cette machine des forages à des coûts accessibles au commun des mortels. Notre toute première machine a été montée de toutes pièces dans un atelier à Koumassi, made in Côte d'Ivoire. Toutes les pièces ont été fabriquées localement. Nous nous sommes rendus compte que pour pouvoir régler le problème d'accès à l'eau des populations, il nous faut acquérir un équipement d'une fiabilité et d'une vitesse d'exécution vraiment très prouvée. Et c'est dans ce cadre-là que actuellement nous cherchons à acquérir un camion de forage. C'est la machine de forage qui est en train de creuser actuellement. Et vous pouvez constater que nous avons des cubiténaires. J'aimerais bien essayer, moi. Pas vous? Stocker de l'eau. Et grâce à cette eau-là, on a une motopompe qui va pomper l'eau de sa cubiténaire pour l'injecter dans le forage au fur et à mesure que la machine creuse. Et donc, ça va permettre de sortir la boue de forage que nous creusons au fur et à mesure jusqu'à atteindre la profondeur indiquée. Il faut dire que quand on a décidé de rentrer dans le secteur du forage, au départ, c'était juste une opportunité financière qu'on avait obtenue. On s'est dit, ah, là, il y a une opportunité à saisir, il faut qu'on la saisisse. Mais quand on est rentré dans le secteur, notre avis a changé. C'est vrai qu'on le fait pour gagner de l'argent, certes, mais on s'est rendu compte que c'était un besoin fondamental pour nos populations qui sont dans les zones rurales. Noble cause. Tout le monde mérite d'avoir de l'eau potable.
de 10 mètres. Donc ils sont en train d'installer actuellement une nouvelle tige pour aller à 11 mètres 50. Et au fur et à mesure que les tiges s'enfoncent, on les ajoute jusqu'à atteindre la profondeur. Donc ça, c'était juste la parenthèse par rapport à la machine. Et je crois que la première fois qu'on a réalisé le premier ouvrage de forage, quand on a terminé, j'ai vu une dame qui passait avec son fils, qui partait vers la rivière qui était juste à côté pour puiser de l'eau. Et j'ai demandé aux gens qui étaient à côté, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec cette eau? Et ils m'ont dit non, que c'est l'eau qu'ils consomment en fait. J'ai dit qu'ils consomment pour se laver ou non, pour préparer, pour boire, pour manger, pour tout. Et j'ai été choqué, j'ai été scandalisé. On avait arrêté le moteur qui faisait sortir l'eau potable du forage. Et j'ai dit à mon équipe, allumez le moteur et donnez de l'eau potable à cette dame. Et ils ont appelé la dame, elle tremblait, elle avait peur parce qu'elle se disait que peut-être qu'elle avait fait quelque chose de mal. Et on lui a dit non, il n'y a pas de problème, c'est juste pour te donner de l'eau. Et la joie que j'ai vue sur le visage de cette femme m'a foudroyé, vous ne pouvez pas croire. Cette joie-là m'a foudroyé. Je n'avais jamais vu quelqu'un qui était aussi content d'avoir de l'eau potable. Mais j'étais choqué. Je ne pouvais pas imaginer que les gens souffraient autant. Après là, on est parti faire un autre forage ailleurs et les gens me disaient qu'ils pouvaient parcourir parfois 2 à 3 km juste pour puiser de l'eau d'une rivière. Et là, j'ai été sidéré. Je me suis dit non mais c'est pas possible. Du coup, à partir de ce moment-là, une dimension sociale s'est agrippée de force à notre, comme on appelle, notre projet de forage. Magnifique! Faire du business tout en aidant les populations, je like l'idée. Nous avons investi pendant plus d'1 an et demi pour accroître, pour améliorer notre offre de services en développant nos machines. Et aujourd'hui, en acquérant cette machine avec laquelle on travaille, mais nous voulons aller plus haut et faire beaucoup plus pour ces personnes que nous ciblons et que nous visons. Du coup, en investissant, on s'est dit, en investissant dans des machines de forage beaucoup plus performantes et beaucoup plus puissantes, nous allons réussir à proposer des offres de services d'ouvrage de forage beaucoup à bas coût, mais de meilleure qualité et en plus grande quantité et répondre plus rapidement à la demande et aux besoins qui est exprimé. Normalement, un forage comme ça, pour le réaliser, il faut en général autour de 4 à 6 heures de temps en fonction de la dureté du sol. Et en général, on arrive à avoir suffisamment d'eau. Donc le technicien qui est en train de travailler là, lui en fait son rôle dans notre activité parce que comme je l'expliquais, on injecte de l'eau dans le forage pour sortir la boue au fur et à mesure qu'on creuse. Donc lui, son rôle, c'est d'utiliser ce récipient-là pour sortir toute la terre qui revient avec l'eau. Donc on fait du recyclage d'eau pour éviter de gaspiller. On apprend beaucoup ce soir. On est en train de forer. Il ne faudrait pas seulement voir Green Agro Valley comme entité, comme entreprise qui veut grandir, qui veut faire plus, qui veut accroître ses parts de marché. Non, il ne faut pas juste voir ça. Il faut voir nos parents qui sont au village. Nos parents qui sont au village qui parfois doivent parcourir des kilomètres pour avoir accès à une eau insalubre. L'État de Côte d'Ivoire fait énormément d'efforts pour approvisionner les populations dans les zones rurales et un peu partout. Mais tout le monde est conscient que malgré les efforts de l'État, il reste encore énormément à faire. Et selon les chiffres même du ministère de l'Hydraulique, le déficit en ouvrage de forage en Côte d'Ivoire s'évalue à près de 8000 forages. Donc vous imaginez le gap qu'il y a entre les objectifs à atteindre par le ministère et ce qu'il y a aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'ils ont évalué par rapport aux populations rurales. Vous savez, quand je démissionnais de la multinationale où j'étais, mon responsable RH m'a dit, écoute, tu peux rester, on va augmenter ton salaire. Vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question d'accomplissement. Donc aujourd'hui, quand on réalise un ouvrage et que je vois les populations heureuses parce qu'elles ont de l'eau enfin, je ressens ce sentiment d'accomplissement. Et je veux davantage plus le ressentir en faisant plus et en touchant beaucoup plus de monde. Donc je vous invite dans notre univers, je vous invite dans notre aventure. Mesdames et messieurs, c'était Kofi Apesika, finaliste de Jeune Mansa saison 2. Monsieur Nguesson Kofi, alias Cuir, alias Ananas Man. Le Thier grossi. Là, nous sommes sur le site de Tumodi, le site A.
là vous voyez derrière moi, ce que les gens sont en train de faire, c'est la phase d'extraction. Nous avons récolté les feuilles d'ananas sur les champs que nous avons emportés sur ces sites, que nous décapons, nous essayons d'enlever les déchets verts qui sont là, puisque la feuille elle est verte. Nous essayons d'enlever les déchets verts qui sont sur la feuille afin d'obtenir les fibres à l'intérieur, car ce sont les fibres qui nous intéressent. Et donc, vu qu'actuellement, nous n'avons pas de moyens mécaniques ou automatiques pour le faire, nous prenons ces gens que vous voyez, soit en journalier, soit des gens propres à l'équipe Tigre aussi. Il y a eu des échecs à l'école, donc après ça, je me suis lancé dans la maçonnerie. Je suis maçon à l'état civil. Bon, après, j'ai trouvé que c'était un peu difficile. Donc, j'ai essayé de le rappeler et puis je me suis rapproché à lui pour pouvoir essayer d'améliorer l'entrepreneuriat qu'il avait déjà lancé. Partout où Tigre est installé, nous avons des petits sites comme ça. Des associations de femmes qui, chaque jour, viennent se poser là afin de tapoter. Et une fois que vous avez tapoté, le bol coûte chez nous 300 francs. Et il y a des gens qui viennent aussi, à qui on paye en journée. Là, c'est des gens qui viennent, on va dire les élèves qui viennent pour, on va dire, en cours. Je travaille ici dans le groupe Tigre aussi. Pendant les vacances, je viens ici pour faire les jobs de vacances. Parce que depuis 2012 que j'ai commencé à travailler ici, en tout cas, ça va chez moi. Je prends ça pour payer mes études et ça va très bien. Maintenant, des fois aussi, j'envoie de l'argent à mes parents, vu que là-bas, ça ne va pas. Quand le Seigneur nous a appelés, parce que j'ai laissé le champ en brousse, donc il n'y a pas quelqu'un pour travailler dedans, donc il n'y a pas l'argent. Commencement pour servir, c'est grave. Donc il n'y a pas l'argent, ils ont arrêté en seconde. Mais après, ça a commencé à aller un peu, donc j'ai poussé encore, il a eu la bac. Quand il a eu le bac maintenant, j'ai envoyé à Abidjan, l'université. Donc c'est là-bas, bon, il a eu vision là, il dit papa, je vais faire concours là. C'est que j'ai vu pour que mes enfants ou bien mes frères ou bien mes camarades, il ne faut pas qu'ils vont sommer. Donc si vision là, ça a compris, et à employés vont travailler dedans, et puis le monde, ça va commencer à évoluer. Une fois les fibres obtenues, nous allons essayer de les accrocher. Nous allons les accrocher. Et une fois que c'est accroché ici, nous allons faire par ligne. Les lignes que vous voyez, ce sont des feuilles de 25. Et une ligne correspond à 1 mètre carré de cuir qu'on pourra faire sortir. Et une fois que c'est accroché, nous allons essayer de laisser le vent taper un peu tant soit peu. Et après, venir essayer de défiler. Nous allons maintenant les enlever. Et nous allons passer à la phase, on va dire chez nous, chimique. Mais chimique, pas chimique de la manière dont on connaît, mais la phase chimique naturelle. Et donc, dans les deux bocals que vous voyez, il y a le bocal C, dont à l'intérieur, vous voyez la couleur qui est noire, dont à l'intérieur, il y a des écorces d'arbres. Et ces écorces-là permettent déjà, lorsque c'est trempé, vous voyez les déchets qu'il y a encore sur les fibres, ça va permettre le mélange d'écorces d'arbres et de sel et d'autres matériaux naturels qu'on a mis à l'intérieur, va permettre à ces fibres-là de se détacher facilement. Ici, par exemple, c'est clair parce qu'on voulait le type de fibre qu'on veut sortir, c'est le type de fibre belge. Et donc, on essaie de mettre ici, coloré, et en même temps que ça repose pendant 2-3 jours, ça permet à la couleur de l'arbre de rentrer en contact avec les fibres. Et une fois que ça devient des bandes comme ça, parce que dès que ça sort, ça devient collé. Et là, nous allons prendre des amandes d'arbres, ce qu'on appelle chez nous ici les morves d'arbres, et que nous avons posé là-dessus, de façon naturelle, jusqu'à ce que ça colle. Donc, une fois qu'on a passé cette étape que j'ai montrée au champ, nous allons maintenant faire partie de la machine. Et la machine est en 2 blocs. La première machine est subdivisée en 3. Il y a la fileuse, il y a la compacteuse, et puis il y a le rouleau. Et donc, la fileuse va essayer de mieux amincir les fils qu'on voit, ce qui va revenir au tissu. Et le batteur va commencer à compacter avec la vu que déjà les écorces d'arbres, l'amande d'arbre a déjà rendu compact, va essayer de compacter encore plus de façon mécanique. Et une fois que c'est compacté, ça va sortir en rouleau. Vous voyez qu'on fait au mètre carré 7, mais ça sort en bande. Normalement, ça pourrait sortir en bande de 2 mètres sur 1 ou de 2 mètres sur 1,10. Mais les machines qu'on a sont tellement petites, ça ne peut pas sortir. Donc ça sort souvent en bande, en petit rouleau.
au niveau des mèches, c'est là que c'est un peu délicat. Parce qu'au niveau des mèches, une fois qu'on est arrivé à ce stade, il va falloir maintenant prendre le temps. On va prendre ceux-ci qui ont été faits pour les mèches. Et tout ce que vous voyez, nous allons prendre le temps à la main de déceler un à un, comme ça, sans toutefois couper les fils. On va essayer de déceler un à un, comme ça. Et ces fibres-là, nous allons les amincir jusqu'à ce que ça devienne blanc. Les enlever un à un comme ça. Et là, à la main, ça paraît un peu bizarre, mais on va faire, c'est ce qui est fait à la main. Tout le temps qu'on va faire pour faire les mèches, c'est ce qu'on va faire à la main et récolter tous ces fibres-là. Et là, maintenant, on passe à la phase industrielle pour nous faire sortir les mèches qui pourront être utilisées pour faire la coiffure des femmes et les perruques et tout ce à quoi les mèches servent. Ça, c'est le prix du FIRCA, le FIRCA pour l'innovation agricole. Ça, c'est le tout premier prix en Zicha, meilleur entrepreneur de l'agricole en Afrique, décerné par la Fondation Louis Dreyfus. Ça, c'est le prix 35-35. Et là, c'est le prix du patronat ivoirien. Le prix que je respecte le plus, le prix du patronat ivoirien, parce que c'est important que ton pays, ton patronat te certifie. Nous avons pratiquement 16 sites à travers le pays. Toumozi, Djiberoa, Issia, Saïwa, Bayota, Gagnoa, Serio, Soubré, Dabouyo. Voilà, donc voici les sites où nous sommes installés, extraits, parce que dans ces zones-là, Tiegro est déjà installé. Vu que Tiegro, c'est 3 départements. Et donc, vu que nous sommes déjà sur place, quand nous nous contentons de la matière première dont on a besoin pour ne pas engager trop de frais. Ce qui nous manque, c'est le financement. Et ce financement doit venir, on va dire, de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous avons décidé de participer à Mansa. Parce que le financement, les machines que nous avons viennent d'ailleurs. Et nous avons fait des clauses qui, nous, actuellement, en train de grandir, comprenons que ce n'est pas notre avantage. Et donc, Dieu merci, nous avons décidé de mettre fin au contrat d'ici la fin du mois de 2022. Et c'est ainsi qu'on a décidé de s'engager pour le concours de Jeunes Mansa afin d'obtenir un prêt et de nous acheter nous-mêmes nos machines pour qu'on soit libre de montrer à qui on veut, qu'on soit libre de parler, de faire visiter à qui on veut et de donner nos produits à qui nous voulons. J'ai envie de cacao. Je sais où en trouver. Direction chez Monsieur Diakité. Un jour, je vais rendre le coin là en usine. Bon, sincèrement, moi je ne croyais pas. Mais au fur et à mesure du temps, je vois que non, les choses se dessinent doucement, jusqu'à aujourd'hui, on soit là où on est arrivé. Bienvenue dans notre monde, dans notre milieu. Ici, c'est la première étape, c'est la ligne de transformation. La première ligne permet de nettoyer le produit. Diakité Cocoa. Il est bien à l'aise dans son environnement naturel. Une vision d'être des acteurs clés de la filière cacao. Déjà, je voudrais parler de la manière dont l'idée de participer à Jeunes Mansa a débuté. Un matin, il a trouvé le poste, il envoie le poste dans le groupe de travail et il dit « ça m'intéresse, je veux qu'on y participe ». On travaille dessus et demain on se voit 8h30, rendez-vous, on peaufine le tout et puis on commence. Le lendemain était samedi. Il faut dire à quel point pour M. Diakité, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de lundi. Quand c'est le travail, c'est le travail. Il a pris son coup de tête, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y croit. Donc ça, par exemple, ça, ce sont les grabots de cacao. Donc ça, c'est appelé les sous-grades. Normalement, ce n'est pas autorisé d'exporter ce type de produits-là, parce que ça gâte l'origine cacao Côte d'Ivoire. Et généralement, ce sont ces produits que nous transformons, que nous donnons de la valeur ajoutée. Et au lieu de jeter ces produits, nous transformons ces produits-là en pâte beurre et tout autre de cacao. Donc c'est ici que ça commence. Il faut introduire le produit ici. Ça, ce sont les grabots, il faut l'introduire ici. Quand on introduit le grabo, il part de l'élévateur au téléfacteur. Diakité Cocoa Product est de manière exceptionnelle l'une des seules industries de transformation de matières premières de cacao à capital 100% ivoirien. Aujourd'hui, nous sommes fiers du Made in Côte d'Ivoire. Nous ouvrons une succursale au Luxembourg, justement dans la continuité de la vision qu'a pu avoir M. Alassane Diakité concernant la transformation comme pilier essentiel pour le développement de la filière cacao en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la coque de cacao. Ici, la particularité, rien ne se jette, tout se transforme. Ça, c'est la coque de cacao.
qui rentrent aussi dans le processus aussi de transformation de cacao. De manière justifiée, il est crédible comme Monsa 2022 parce que le parcours de l'homme est assez exceptionnel. La vision elle-même, c'est la création de tout un écosystème autour du cacao qu'il a insufflé par sa démarche. Je pense que pour le concours Jeune Monsa, on recherche quelqu'un de fiable, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui connaît son travail et qui a l'amour de son travail. Voilà. Et je pense pas qu'il y ait... On a trouvé la fan numéro 1 de Monsieur Diakité. En tout cas, toute son équipe est derrière lui. Monsieur Diakité, qu'avez-vous d'autre à nous montrer? Vous voyez que les grabots sont concassés, la coque est enlevée et nous avons les brusus maintenant qui sont prêts à être broyés pour obtenir maintenant la pâte de cacao. Les brusus ensuite, après avoir décortiqué les grabots, seront ensuite broyés pour obtenir maintenant la pâte de cacao. Donc vous avez eu la pâte maintenant de cacao qui est appelée la masse de cacao, qui est appelée la liqueur de cacao. Donc les produits sont broyés autour des 75-80 microns. Et il y a toujours des granulés. Il faut passer maintenant par un affineur à billes pour rendre le produit plus fin. Quand c'est l'affineur à billes, pour rendre le produit plus fin. Et quand le produit est fin maintenant, on a deux choix. Soit, si on a un contrat de masse de cacao, on vend le produit en masse. Si on a un contrat de beurre et couteau, les produits sont pressés maintenant à l'aide des presses hydrauliques. Nous avons deux lignes ici. Il y a une ligne de transformation à partir des fèves pour avoir la pâte et de la pâte avoir le beurre de cacao. Ici, vous avez les tutos de cacao. C'est-à-dire que l'huile, le beurre a été extrait de la pâte de cacao. Donc nous avons maintenant les tutos. Donc, il faut maintenant concasser ces tutos-là ici pour obtenir la poudre de cacao. Donc les tutos sont mis ici. Les tutos sont mis ici pour être ensuite convoyés dans ce broyeur. Ça c'est le premier broyeur et le deuxième broyeur pour le rendre plus fin. Et ensuite on a l'ensachet automatique qui permet d'ensacher la poudre de cacao dans les sacs de 50 kg, 25 kg, selon la demande du client. Les tutos sont en train de devenir la poudre. Vous allez voir que la finesse n'est toujours pas bonne, il faut passer à l'autre étape pour le rendre encore plus fin. Nous avons une autre ligne aussi qui sert uniquement à presser le cacao pour obtenir le beurre de cacao et les tutos de cacao. Et cette ligne fait en moyenne 400 kg par heure, autour de 4 tonnes par jour. C'est quelqu'un, son travail, il aime. Il aime tellement son travail que même si tu es son frère, tu es son ami, même son papa, il ne fait pas de cadeaux à quelqu'un dans le travail. Il a l'étoffe d'un jeune Monsa, lui. Son amour pour le travail a commencé depuis la classe de première, jusqu'à même où il a eu à prendre sa scolarité pour aller acheter son premier tonnage de masse pour essayer de se mettre à niveau dans ce domaine. Après le bac, il a voulu faire le cacao. Le vieux a refusé dans un premier temps parce que le cacao n'est pas pour les enfants. C'est pas un domaine facile, quoi. Donc lui, il dit non, c'est ce qu'il veut faire. Il a tenu tête, il dit non, le vieux, moi c'est ça qu'il veut faire. Le vieux aussi dit bon, comme tu veux faire, on va voir de quoi tu es capable. Vous avez ici le beurre de cacao. Quand les grabots et les petits fèves de cacao et les brisures de cacao sont pressés, nous obtenons le beurre de cacao. Après d'avoir pressé au niveau de là-bas, on a... Nabou aurait aimé faire cette petite visite, je pense. Dans l'activité, chaque jour est une joie. Parce que ce n'est pas seulement un gagne-pain, mais c'est une vertu, c'est un amour. Chaque jour au quotidien, c'est un challenge. Et quand on sort de la maison, c'est avec une idée de faire encore plus. Et chaque jour, quand on sort, on est plus heureux de sortir que de rentrer parce qu'on est en contact avec ce qu'on aime, on est dans notre environnement, on aime ce qu'on fait. Ce n'est pas seulement dire qu'on le fait pour forcément être riche ou gagner de l'argent. C'est une passion qu'on fait et on le fait avec beaucoup d'amour. On a le remplisseur automatique qui permet de remplir automatiquement les cartons de 25 kg. Donc ça c'est le beurre de cacao. Et quand il arrive à 25 kg, il s'arrête automatiquement. 25 kg, 25 kg. Donc
Ces produits sont mis dans les chambres froides pour être cristallisés. Wow! Donc, à chaque étape de remplissage, il faut faire les prélèvements d'échantillons pour être sûr que nous respectons la qualité recommandée par le client. Donc nous allons faire le prélèvement ici. Donc nous allons partir maintenant au laboratoire pour analyser la qualité, la teneur en Mesdames et acidité. messieurs, ne nous remerciez surtout pas pour cette belle visite guidée. C'est gratuit. Ce qui nous a inspiré à participer à Jeune Mansart, c'est d'abord de partager d'abord à tout le monde ce que c'est d'abord la chaîne des valeurs de cacao et à quel niveau chaque jeune peut être positionné sur la chaîne des valeurs de cacao et montrer aussi aux uns aux autres que de rien, voilà ce qu'on a pu faire et avec un peu d'accompagnement financier, voilà ce que nous pouvons réaliser. Le projet consiste à expandre, à augmenter notre capacité de production. Nous sommes aujourd'hui autour de 3000 tonnes de production par an, mais il faut dire que cela ne suffit pas. Nous avons plus de demandes aujourd'hui que d'offres, puisque les demandes que nous avons actuellement s'élèvent à plus de 15 000 tonnes par an. Donc, augmenter cette ligne de capacité va nous permettre non seulement d'être des acteurs majeurs dans une filière en pleine croissance, et aussi de pouvoir prendre des jeunes qui pourront travailler et qui pourront être aussi positionnés sur toute la chaîne de valeur du cacao. Ça, c'est la chambre froide. Donc, les produits sont stockés dans cette chambre froide-là. Vous verrez ici la pâte de cacao, ici, la pâte de cacao. Donc quand le produit est cristallisé, maintenant... Ce n'est pas une mince affaire. Bravo chers finalistes et merci pour cette visite. C'est cristallisé. La durée de vie est de 2 ans. Toutefois qu'il n'est pas en contact avec l'eau, il peut être là jusqu'à 2 ans. À présent, allons trier les déchets avec Jacob. J'ai déjà porté mes gants. Du projet recyclage de la structure AGK. Le projet recyclage s'inscrit dans la lutte contre les changements climatiques, l'adaptation au changement climatique et à ses effets, et la création d'emplois pour les jeunes et les mères célibataires. Le gouvernement français indique sur son site internet clairement qu'en 2050, il y aura plus de déchets plastiques que de poissons dans les océans. Pour faire face à cette situation, en Côte d'Ivoire, nous produisons autour de 600 000 tonnes de déchets plastiques chaque année et à peu près 20% sont recyclés. À recyclage, nous avons décidé de collecter tous les déchets plastiques sur les espaces publics, sur les plages et les ramener ici pour les transformer en paillettes, en granulés et en pavés. À moyen terme, nous allons faire les tables bancs et pour cela, nous avons besoin d'une industrie forte, équipée de la technologie maintenant. Alors donc ici, nous moulons le plastique fondu et mélangé au sable pour donner ces pavés-là. Et après avoir moulé, on les refroidit ici dans de l'eau et puis après on démoule pour sortir les pavés que vous avez vus là. Waouh, l'activité impressionnant. est presque artisanale. Notre objectif, c'est de solliciter Live TV et Mansart Bank pour que nous passons à une forme industrielle de production. Le spot est passé en tout cas. Ton dossier est à présent sur la table de Mansart Bank. Après une semaine de production, nous sommes à peine 1000 pavés. Nous voulons avoir une industrie pour améliorer cette production artisanale-là, pour la rendre plus industrielle. Les machines que vous avez vues nous permettent de faire les paillettes. Et ces paillettes-là, nous avons une commande de 50 tonnes de paillettes de PET par mois. Nous sollicitons la Banque Mansart et Live TV pour que nous puissions industrialiser notre production afin de passer à au moins à 20 tonnes de broyat par jour. Parce que notre industrie qui est là nous permet de faire seulement que 5 tonnes par jour. Et donc nous n'arrivons pas à satisfaire les demandes des clients. Ici avec le projet recyclage, on arrive à développer une petite économie circulaire, solidaire et inclusive, donc dans la transformation de nos déchets qu'on collecte chaque jour sur les plages et les espaces publics. Au début, quand on a commencé à collecter les déchets plastiques, quand on rencontre les gens, qu'on nous demande qu'est-ce que vous faites, on dit que nous, on ramasse les ordures. Les gens nous ont dit, ah, ça c'est quel job ça? On leur a dit, ben, écoutez, nous on est allé à l'école, dans mon équipe je suis ingénieur informaticien, ils sont tous là avec des bacs plus 4, des bacs plus 5, des gens qui ont fait des études en environnement. Et puis on dit non, nous on ramasse poubelle. Ça faisait un peu pitié au quartier en fait. Mais à la date d'aujourd'hui,
on a la présidence de Life et puis on a dans le programme Jeune Mansa parce que les déchets plastiques qu'on a ramassés là, c'est devenu de l'or blanc. Donc les Jacob et son or blanc. Bonne chance pour la suite. Mesdames et messieurs, ici s'achève notre immersion dans le quotidien de nos 6 demi-finalistes. Notre fidèle Monsieur Clark est une fois de plus chargé d'apporter les dossiers finaux à la Mansa Bank. Mais n'oubliez pas que les dés sont lancés et sont en finale Diakité Cocoa Product, Ajika, Green Agro Valley et Tigrossi. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour connaître le nom du Jeune Mansa saison 2. La voix vous dit au revoir.